Gadal 24 News, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. À la une, journée internationale des travailleurs, le président algérien Abdelmajid Tebboune rappelle dans son discours la lutte et le long parcours militant d'hommes honorables qui ont placé l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. Le 1er mai est l'occasion de se remémorer les luttes des travailleurs à travers le monde. L'Afrique et l'Algérie ne sont pas en reste. Nous parlerons justement des avancées d'Alger dans cette édition. Sur fond de guerre génocidaire, les travailleurs palestiniens sont doublement victimes du fait colonial. Ils sont environ 500 000 à travers le territoire occupé à avoir perdu leur emploi ces derniers mois. Et enfin, qui dit 1er mai, dit protestation. Les Marocains ont manifesté en masse ce mercredi sur fond de crise sociale afin de déraciner la corruption et d'éradiquer l'injustice et l'oppression. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 1er mai 2024 et qui dit 1er mai dit célébration de la Journée internationale des travailleurs. À cette occasion, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé à la Maison du Peuple la cérémonie de célébration de cet événement. Le président Tebboune n'a pas manqué de rappeler que la célébration de la Journée internationale des travailleurs est l'occasion de se remémorer la lutte et le long parcours militant d'hommes honorables qui ont placé l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. Abdelmajid Tebboune a plus tôt dans la journée déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid Aïssa Tidir et de l'ancien secrétaire général de l'UJTA, le shahid Abdelhaq Belhamouda. Il s'est également recueilli à la mémoire des travailleurs et des syndicalistes martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale et du devoir national. Le côté social de l'État ne disparaîtra jamais. Inch'Allah, على سنتين لازم la part de l'industrie في البي بي تلحق au moins 13-14%, au moins. لقد كان شبه اقتصادنا الوطني في تلك السنوات مبنيا على أسس هشة. قاعدتها الأساسية تصدير المواد الأولية، محروقات ومناجم واستيراد. هذا هو الاقتصاد، كان يدور حول الاستيراد بكيفية افترسوا بها البلاد، تضخيم فواتر. كل الناس تسعى إلى الاستيراد لأن الاستيراد أساسه قتل الإنتاج الوطني، قتل الحرية نتاع الجزائريين. Abdelmajid Tebboune a également mis l'accent lors de son discours sur la nécessité de rendre à la classe moyenne la place qu'il lui faut dans la société, évoquant notamment l'augmentation des salaires de tous les Algériens. لما نتكلم على رفع الغبن، شغل الأجور، رفع الغبن على المواطن الكادح، على الطبقة الشغيلة، الطبقة الوسطى، هذيك هي الركيزة تاع البلاد. نرجعوا للطبقة الوسطى، نرجعوا لها إمكانياتها ونرجعوا لها الرونق تاعها ونرجعوا لها الدور القيادي نتاعها في تثبيت الوطن. Dans cette journée de célébration du 1er mai, une date à plus d'une connotation marquant les luttes des travailleurs, leurs souffrances et les acquis conquis au prix du sang. Une lutte qui a touché les ouvriers du monde entier. L'Afrique et l'Algérie ne sont pas en reste. Retour justement sur les avancées de l'Algérie avec Imen Merad. L'épanouissement des travailleurs de chaque pays joue un rôle primordial dans l'ascension d'une nation. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a eu de cesse de saluer l'engagement des travailleurs algériens envers leur pays. Le 1er mai est une date qui les célèbre et les érige comme pilier indéfectible sur lequel repose l'essor économique et le bien-être des citoyens algériens. Depuis 2020, le chef de l'État a priorisé l'avenir des travailleurs algériens
Plusieurs dispositions ont été esquissées afin de démocratiser l'insertion professionnelle, stimuler l'innovation entrepreneuriale, mais surtout aviver le pouvoir d'achat, à commencer par l'augmentation du salaire national minimum garanti, l'exonération des faibles revenus des impôts et l'augmentation des salaires, des pensions et des allocations de retraite, des réformes réfléchies et bien saluées. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement envers la croissance ainsi que la diversification économique de l'Algérie et la bonification des conditions de vie. La dynamique économique enregistrée au cours de la période écoulée a permis de financer les augmentations de salaires, outre celles annoncées par le président de la République. Suite à la décision d'augmentation des salaires de 47%, le chef de l'État a également choisi de compléter le taux restant, estimé à 53%, afin d'atteindre le taux de 100% d'ici 2026-2027. Toujours dans l'optique d'encadrement de cette dynamique, une réforme profonde de la loi relative à l'exercice du droit syndical a été opérée à la lumière des acquis consacrés par la Constitution de 2020 en matière de renforcement des libertés fondamentales. Une réforme qui a renforcé les garanties de l'exercice du droit syndical et la mise en place de nombreux mécanismes et dispositions visant à assurer l'indépendance des syndicats, leur neutralité et surtout leur protection contre les intérêts politiciens et partisans. Les résultats de l'implication de la classe ouvrière dans les efforts de relance de l'économie nationale et son adhésion massive au processus de réforme initié par Abdelmajid Tebboune se sont manifestés à travers la solide performance des secteurs économiques qui a permis de réaliser un considérable taux de croissance économique de 1,4% en 2023. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la continuité des acquis historiques du mouvement syndical algérien de la glorieuse guerre de libération, portée vers un avenir meilleur sur lequel se projettent les Algériens sur la droite ligne de leur martyr. Allez, on passe au dossier palestinien juste après ce jingle. C'est une fête des travailleurs amère pour les Palestiniens. Ils sont environ 500 000 travailleurs de Cisjordanie et de Gaza à avoir perdu leur emploi ces derniers mois, tandis que des milliers d'entre eux ont été arrêtés et torturés par l'occupation sioniste depuis le 7 octobre dernier. Les détails, Naïla Hamoud. Nous avions un permis de travail, mais une semaine après le génocide à Gaza, l'armée sioniste nous a attaqués chez nous pendant que nous dormions. Ils nous ont emmenés totalement dévêtus, sans nos chaussures, sans nos téléphones, sans argent. Ils nous ont séquestrés pendant 25 jours. Plus de 18 000 travailleurs palestiniens avaient un permis de travail, les autorisant à exercer dans les territoires de 1948, avant le 7 octobre dernier. Mais depuis, ils les ont perdus, se retrouvant bloqués en Cisjordanie occupée. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux, ni travailler, ni avoir de nouvelles de leur famille. Nous avons été détenus pendant 20 jours, on a été humiliés et battus. Tous les jours, ils nous torturaient. Nous n'avons pas le droit de passer des appels. Je ne sais pas si ma famille va bien. Je ne sais pas si mes enfants sont vivants ou non. C'est la chose la plus difficile pour moi. Mon rêve est d'entendre la voix de ma famille, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et sœurs. Je veux savoir s'ils sont vivants ou morts. Les usines ont baissé rideau, les projets de construction mis à l'arrêt et les terres agricoles balayées. Pas moins de 70% des travailleurs de la bande de Gaza ont été arrêtés, interrogés et torturés. Certains sont morts. Les autres ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille. Le taux de chômage a augmenté de 75% au 4e trimestre de 2023, contre 46% au 3e trimestre de la même année, ce qui signifie la perte d'au moins 200 000 emplois au cours des 3 premiers mois du génocide sioniste.
Ces pratiques de violation et de répression contre les travailleurs palestiniens s'inscrivent dans le cadre de la politique de vengeance collective que l'entité sioniste a intensifiée d'une manière sans précédent depuis le début de l'agression contre Gaza. Cependant, nous ne pouvons pas parler de la situation des travailleurs à Gaza dans les territoires occupés sans préciser en ce 1er mai que le 7 octobre n'a fait que dévoiler la précarité du travail des travailleurs palestiniens, car cela fait exactement 70 ans que les travailleurs souffrent à Gaza et en Cisjordanie occupée en raison du fait colonial. Le cauchemar continue donc à Gaza au jour 208 depuis le début de l'agression génocidaire sioniste. Le bilan s'est alors dit ce mercredi à 34 568 morts et près de 78 000 blessés, dont une grande partie sont des femmes et des enfants. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, un certain nombre de victimes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, les forces de l'occupation empêchant les ambulances et les équipes de la protection civile de récupérer leurs dépouilles. Le ministère de la Santé palestinien a par ailleurs fait état ce mercredi de 4 massacres commis par l'occupation ces dernières 24 heures, faisant 33 martyrs et 57 blessés suite à des bombardements contre diverses zones de la bande de Gaza, en particulier à Rafah, Deir el-Balah ou encore dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Et pendant que les bombardements persistent et que les Gazaouis tombent les uns après les autres, le chagrin de ceux qui ont survécu est tellement fort qu'il en deviendrait presque palpable. Les familles de Gaza se recueillent à l'hôpital Al-Najjar de la ville de Rafah devant les corps de ceux qui étaient jadis les membres de leur famille. Rafah, où le spectre d'une invasion terrestre plane, la population se retrouve désemparée, ne sachant plus où aller pour échapper à la folie meurtrière sioniste. Les bombardements aériens se poursuivent et la liste des victimes se rallonge, obligeant même les déplacés à se réfugier près des cimetières. Souhila Kilal. Au milieu des ruines, ils inspectent incrédules ce qui reste de la maison où ils s'abritaient. Mohamed Abou Youssef et ses enfants s'en sont sortis indemnes d'une frappe aérienne nocturne. Perdue, ne sachant plus où aller, cette famille de Rafah a dû dans un premier temps quitter son domicile pour se réfugier dans le quartier de Shabora, où on leur a promis la sécurité. Mais voilà que la traque sioniste continue. Comme tous les habitants de Rafah, ce père de famille se sent impuissant, pris au piège du rouleau compresseur sioniste. Je m'apprêtais à préparer le dîner quand l'obus nous est tombé dessus. Mon beau-frère, sa mère et sa femme ont été blessés. Sa fille et son fils sont décédés. Voyez-vous ce plafond? S'il était en ciment, j'aurais perdu tous mes enfants. Que pouvons-nous faire? Où pouvons-nous aller? Où? Depuis le 7 octobre dernier, la vie côtoie la mort à Gaza. Cette phrase prend aujourd'hui tout son sens à Rafah. Ces déplacés venus des 4 coins de l'enclave n'ont eu d'autre choix que d'installer leurs tentes sur des terres agricoles transformées en cimetières. Une situation insoutenable qui montre qu'entre la vie et la mort, il n'y a qu'un pas. C'est une propriété privée. C'était auparavant une terre agricole. Ils l'ont transformée en cimetière. 7 mois plus tard, ils commencent à exhumer les cadavres pour les transférer dans des endroits plus sûrs. Nous vivons à côté des tempes. Nous avons peur surtout des chiens errants qui viennent la nuit creuser les tempes. Ce sont des chiens sauvages. Ils rôdent également autour des tentes et nous attaquent. Une épée de Damoclès pèse actuellement sur Rafah. Tous les signaux laissent présager le pire. D'ailleurs, les Nations Unies ont averti hier qu'une attaque sioniste contre Rafah était à l'horizon immédiat. Vous l'aurez compris, la ville de Rafah, devenue un refuge pour quelques 1,5 million de Palestiniens, est aujourd'hui dans le viseur de l'armée sioniste. Les Nations Unies affirment qu'une opération terrestre menée par les troupes d'occupation dans la région serait, je cite, une tragédie au-delà des mots. Ce sont là les propos de Martin Griffiths, chef humanitaire de l'ONU, ajoutant que le monde appelle depuis des semaines les autorités sionistes à épargner Rafah, mais en vain, les bombardements sont imminents.
Et de son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son inquiétude quant à une éventuelle opération militaire sioniste contre la ville de Rafah, soulignant qu'une telle offensive conduirait à une catastrophe humanitaire. Il a également ajouté appeler toutes les parties à œuvrer à l'instauration d'un cessez-le-feu et d'une paix durable à Gaza. Gaza frappée par la famine, les maladies, mais aussi la pauvreté. Le bureau des médias de l'enclave a annoncé ce mercredi que la pauvreté s'élevait à plus de 90% dans la bande, conséquence de la guerre génocidaire sioniste en cours depuis le 7 octobre dernier, ajoutant que 95% des institutions économiques de la ville ont complètement cessé de fonctionner à cause des bombardements et des destructions quotidiennes. Le taux de chômage lui aussi bat des records. Il atteint les 75% contre 46% avant le début de l'agression génocidaire. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Erin Khan, a déclaré ce mercredi que la guerre sioniste à Gaza est la plus meurtrière et la plus dangereuse pour les journalistes. En 200 jours environ, 140 journalistes ont été tués, soit presque un chaque jour. C'est bien plus que n'importe quel nombre d'assassinats de journalistes enregistrés par les Nations Unies dans l'histoire contemporaine à la suite d'un conflit. De nombreux manifestants qui protestaient dans un bâtiment de l'université de Columbia contre l'agression sioniste à Gaza ont été arrêtés mardi soir alors que des officiers de la police de New York ont été appelés pour évacuer le bâtiment. L'université a d'ailleurs limité l'accès à son campus alors que des dizaines d'étudiants protestataires occupaient Hamilton Hall aux premières heures de la journée. Et sur la West Coast américaine, des heurts ont éclaté sur le campus de l'université de Los Angeles, l'UCLA, entre manifestants pro-sionistes et manifestants soutenant la cause palestinienne. Des images retransmises par les médias américains montrent les manifestants pro-sionistes en train de vandaliser les campements et les pancartes des étudiants dénonçant le génocide sioniste contre Gaza. Il y a plus de débris et de gravats déblayés à Gaza qu'en Ukraine, c'est ce qu'a affirmé Mungo Burch, le responsable du service d'action de l'ONU contre les mines dans l'enclave palestinienne bombardée sans relâche par l'entité sioniste. Regardez. The situation in Gaza is unprecedented for the Gaza context. La situation à Gaza est sans précédent dans le contexte de Gaza. Gaza a plus de décombres que l'Ukraine et pour mettre les choses en perspective, la ligne de front ukrainienne s'étend sur 600 000 et celle de Gaza sur 25 000. Selon les dernières estimations, il y a 37 millions de tonnes de décombres à Gaza. Ces décombres sont probablement fortement contaminés par des munitions non explosées, mais leur enlèvement sera encore compliqué par d'autres dangers présents dans les décombres. On estime par exemple que les décombres de Gaza contiennent plus de 800 000 tonnes d'amiante. Et on le voit tous les jours, l'élan de soutien à la cause palestinienne ne faiblit pas à travers le monde. Ce mercredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la ville sud-africaine du Cap pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre Gaza et appeler à un cessez-le-feu et à la libération de la Palestine occupée.
On en parlait tout à l'heure en titre. L'association marocaine des droits de l'homme a appelé ce mercredi la classe ouvrière à unir ses forces pour repousser les attaques contre le droit au travail syndical et afin de faire face à l'exploitation et à la répression des libertés dans le pays. L'association a par ailleurs affirmé son implication dans chaque action de lutte visant à déraciner la corruption et la tyrannie ainsi qu'à éradiquer l'injustice et l'oppression dont souffre la classe ouvrière au Royaume du Maroc. Et en Tunisie, ce 1er mai rime avec solidarité avec le peuple palestinien. Ils étaient nombreux ce mercredi à avoir battu le pavé à Tunis, drapeau tunisien et palestinien à la main et kéfier autour du cou pour réaffirmer leur solidarité indéfectible avec la Palestine occupée, appelant notamment à un cessez-le-feu immédiat. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, Nordin Taboubi, était également présent. Je vous propose de l'écouter. Notre devoir national aujourd'hui nous oblige à redoubler d'efforts pour soutenir nos frères en Palestine en manifestant, en protestant, en diffusant la culture du boycott et de la résistance et en continuant à faire pression pour promulguer une loi criminalisant la normalisation dans notre pays en soutien de la résistance et renforcer l'isolement de l'entité sioniste. Les travailleurs palestiniens souffrent d'une double oppression. Ils souffrent de l'oppression des colonies sionistes et du colonialisme sioniste, et simultanément de l'exploitation capitaliste. Ils comptent parmi les plus grandes victimes de notre époque et nous leur apportons notre soutien et rassurez-les sur le fait que la victoire viendra inévitablement. On reste en Tunisie. Le Conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections annoncera très prochainement la date de la prochaine présidentielle. Dans une déclaration à l'agence de presse tunisienne, Najla Abrougui, membre de l'instance électorale, a fait savoir que l'ISI se réunira dans les prochains jours et annoncera par la suite le calendrier électoral de la prochaine présidentielle, conformément au délai constitutionnel relatif à cette échéance. Le Mozambique assume à partir de ce mercredi la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de mai, succédant ainsi à Malte à la tête de l'organe exécutif des Nations Unies. À noter que la présidence du Conseil de sécurité est assumée par chacun des 15 membres à tour de rôle pendant un mois selon l'ordre alphabétique des noms de pays. Guerre au Soudan, la solution soudano-soudanaise mise sur la table. Le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, a déclaré que Moscou est pour la résolution de la crise au Soudan sans ingérence étrangère, ajoutant, je cite, que les Soudanais doivent eux-mêmes statuer sur une sortie de crise et faire respecter leur souveraineté. Et en Turquie, 210 manifestants ont été interpellés ce mercredi à Istanbul lors des rassemblements du 1er mai, alors qu'ils tentaient d'accéder à la place Taksim. Des affrontements ont d'ailleurs éclaté. La police turque a tiré des balles en caoutchouc sur les protestants près de l'hôtel de ville. En France aussi, plus de 200 000 personnes ont manifesté dans tout l'Hexagone ce mercredi à l'occasion du 1er mai avec des revendications diverses portées par les syndicats pour les salaires, la paix à Gaza ou encore une Europe plus protectrice. Des tensions ont également eu lieu. Le député Raphaël Glucksmann n'a pas pu rejoindre le cortège à Saint-Étienne après avoir été violemment pris à partie et arrosé de peinture. On fait une campagne où on va dans les usines et où on va manifester le 1er mai. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Enfin, c'est pas nos amis, ce ne sont pas nos camarades. Et ils font beaucoup de tort aux travailleurs et à la cause du progrès social. Des milliers de personnes ont également défilé lors d'un rassemblement du 1er mai à Athènes, capitale de la Grèce, pour réclamer des droits en matière d'emploi et le rétablissement du versement des pensions.
Nous honorons la lutte des travailleurs du monde entier. Nos revendications portent toujours sur des emplois assortis de salaires décents, de droits et d'un temps de travail qui nous permettent de gagner notre vie. Et bien sûr, nos droits dans nos vies et nos emplois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News. Au revoir.